Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous pour un nouveau Jeudi je lis, le 10e. Aujourd'hui, un recueil de nouvelles, Contes ferroviaires ou le train savate de Sholem Aleichem. Ce livre fait partie de la bibliothèque du centre universitaire Rachi où nous sommes et il vous attend sur l'étagère. Quelques mots rapides sur Sholem Aleichem. Ce nom signifie en hébreu « la paix soit sur vous ». C'est le pseudonyme de Sholem Rabinovitch, qui est né en Russie ukrainienne en 1859. On a le droit de chercher, de trouver, entre le sens de l'humour de Gérard Rabinovitch, bien connu des auditeurs du centre Rachi, et l'ambiance des nouvelles de Sholem Aleichem, une vraie filiation. Sholem Aleichem a fui la Russie en 1905 pour l'Amérique, après une première tentative de révolution ratée. Ce qui n'a pas raté, en fait, ce sont les pogroms sur la population juive, bouc émissaire tout trouvé. Une des nouvelles y fait allusion. Et revenu en Russie, il a dû fuir à nouveau en 1914, mais très affaibli, il est mort en 1916. Quant à moi, je vais vous lire l'adresse qu'il fait au lecteur au début du recueil, son mot d'adieu de la fin et comment faire un choix parmi les 19 nouvelles, toutes excellentes. Alors j'ai opté pour les deux premières. Je suis un voyageur, par monts et par vaux, pratiquement 11 mois dans l'année. En train, le plus souvent, presque toujours en 3e classe. Et, naturellement, à travers villes et bourgades juives, n'ayant strictement rien à faire dans des endroits où les juifs ne peuvent résider. De vrais champs d'observation que les voyages. Dommage que je ne sois pas écrivain. Cela dit, à la réflexion, pourquoi ne pourrais-je pas y prétendre? Qu'est-ce donc au juste d'être écrivain? Une chose à la portée de tout le monde. Qui plus est en yiddish. Ah, la belle affaire. On prend une plume et on écrit. Cela dit, à la réflexion, je ne conseillerais pas à tout le monde de se lancer dans le scribouillage. Chacun son métier et le gagne-pain avant toute chose. C'est mon opinion. À la rigueur, si on n'a vraiment rien d'autre à faire, on peut toujours considérer qu'il s'agit d'un travail. En tant que voyageur, il m'arrive d'être vissé sur mon siège des journées entières sans avoir à lever le petit doigt, à se taper la tête contre les murs. Aussi, ai-je songé à un bon moyen, faire l'acquisition d'un beau calepin et d'un crayon, et consigner soigneusement tout ce que j'entends au cours de mes voyages. De cette façon, le matériau s'est accumulé et vous voyez, il y en a peut-être pour un an de lecture. Je me suis demandé, que peut-on faire de cela? Le jeter? Mais quel gâchis! Alors, pourquoi pas le publier dans un recueil ou dans une feuille quelconque? Mais Dieu m'est témoin qu'on imprime des choses bien pires. Je me suis donc mis à l'ouvrage, triant la marchandise, rejetant la camelote pour ne garder que le meilleur, le premier choix, réparti en histoires numérotées, aux noms distincts, comme pour des articles uniques, à la manière d'un négociant qui se respecte. Et je ne sais pas si l'affaire en question me rapportera ou si je m'y casserai les reins. Je m'estimerais heureux si je pouvais au moins sauver le capital. Quant à savoir pourquoi je me suis lancé dans une telle entreprise, sur mon horreur, sur mon honneur, je n'en sais rien. Peut-être ai-je commis une sottise. Bah, mais ce qui est fait est fait. Et je me suis garanti d'une chose, les critiques.
J'ai pris soin de dissimuler ma raison sociale. Et du diable s'il devine comment je m'appelle. Qu'il critique, qu'il raille, je m'en soucie comme d'une guigne. Je ne suis moi ni un auteur, ni un plumitif, ni un désœuvré. Je suis un négociant respectable. L'homme le plus heureux de Cogny. Connaissez-vous la meilleure façon, la meilleure saison pour faire un voyage en train? L'automne, peu après Soucotte. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Et vous ne vous souciez ni du ciel en pleurs, ni de la terre enténébrée. La pluie cingle les portières, les vitres embuées. Et vous êtes assis comme un prince dans votre compartiment de 3e classe, avec bon nombre de privilégiés de votre espèce. Vous jetez un coup d'œil au dehors, vous apercevez une carriole brinque-ballante qui se traîne dans la boue. Perchée sur la charrette, une créature du bon Dieu, recouverte d'un sac, qui passe sa rancœur sur son cheval. Une aussi pauvre créature du bon Dieu. Vous remerciez alors le Seigneur de vous avoir amené sous un toit en compagnie d'êtres humains. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'aime à faire un voyage en train aux environs de Soucotte. Avant toute chose, il me faut une place. Si j'ai pu m'approprier le coin fenêtre dans le sens de la marche, alors le roi n'est pas mon cousin. On se met à fumer en regardant à la ronde qui est du voyage et avec qui parler à faire. Les voyageurs, Dieu merci, ne manquent pas. Autant que de harengs en quinque. Barbe, nez, casquette, ventre, formes humaines. Mais un homme. Pas un? Si. Chut, chut. En voici un. Tout seul dans son coin. Un type bizarre. Un individu pas comme les autres. Moi, j'ai l'œil aiguisé. Je le repère entre mille. En fait, à première vue, ce petit bonhomme est parfaitement banal. Un de ces petits juifs, comme on trouve 13 à la douzaine. Un juif de tous les jours. Mais sa mise est quelque peu surprenante. Ni vrai lévite, ni vrai capote. Sur la tête, quelque chose entre le bonnet et la calotte. Et à la main, un parapluie qui tient plutôt du balai. Mais le plus remarquable n'est pas tant le vêtement que l'homme lui-même. Sa façon de lancer des regards de tous côtés, de ne pouvoir tenir en place et surtout son visage rayonnant de joie de vivre. Et pas de doute, hein, cet homme a gagné le gros lot, ou alors il a eu la bonne fortune de marier sa fille, à moins qu'il n'ait casé son fils au lycée. À tout instant, il sursaute, va jeter un coup d'œil par la portière et se rassied. Chaque fois, un peu plus près de moi, joyeux, heureux. De nature, je déteste voir comment certains sondent le cœur de leur prochain, le pressent de questions sur le pourquoi et le comment. J'ai ma théorie. Si un homme a quelque chose à dire, il finira bien par se confier de lui-même. Et en effet, le petit homme, après le 2e arrêt, se rapproche encore davantage. Si près, à vrai dire, que sa bouche se trouve en face de mon nez. Où allez-vous comme ça? Moi, j'avais bien compris, à sa façon de m'interroger, qu'il lui importait moins de savoir le but de mon voyage que de me raconter le sien. Alors je lui retourne la question. Et vous? Moi, à Cogny,
Je suis de là-bas, voyez-vous, la troisième gare. C'est-à-dire qu'après le troisième arrêt, il reste ensuite 1 heure et demie de route. En vérité, 2 bonnes heures. Et ce, à condition que le chemin soit sec et de disposer d'un phaéton. J'ai envoyé une dépêche pour qu'on en fasse venir un à la gare. Vous croyez que c'est pour moi? Pensez-vous, je peux me contenter d'un bout de carriole à partager avec 6 autres et un charretier. Ou sinon, le parapluie d'une main, le baluchon de l'autre, et on chemine tout droit jusqu'en ville, à l'aise et à pied. On n'a pas les moyens, comprenez, de rouler en phaéton, vu les affaires en or qu'on fait. Ici, mon héros s'interrompt et après avoir regardé tout autour de lui, se met à me parler tout bas à l'oreille. Je ne voyage pas seul, je suis avec un professeur. Comment je fréquente un professeur? Voici toute l'histoire. Vous connaissez Bortchkov? Là vit un homme très riche, un nouveau riche. Borodenko, il s'appelle. Itsikol Borodenko. Qu'est-ce que vous dites de ce nom? Ça sonne goy, non? Non juif, non chrétien. En attendant, c'est lui qui a l'argent. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Chez nous, à Codny, on l'estime à peu près 1,5 million. Et peut-être qu'il a même le million entier. En fait, sauf votre respect, vu le gros cochon que c'est, il pourrait en posséder 2. Tenez la preuve. Je vous vois pour la première fois. Mais pour comprendre, je comprends que vous avez dû voir du pays, bien plus que moi. Alors dites-moi la vérité. Avez-vous jamais entendu le nom de Borodenko s'illustrer avec quoi que ce soit de juif? Un don important ou un autre bienfait? Rien, ni à Codny ni ailleurs. Mais bon, c'est pas à moi de plaider la cause de Dieu. Et c'est facile d'être généreux avec la poche d'autrui. Je parle pas d'aumône et de charité. Je parle d'humanité. Voyez-vous, Dieu t'a aidé, tu es assez riche pour t'offrir le luxe de faire venir chez toi un professeur médecin. Qu'est-ce que ça peut te faire si un autre en profite aussi grâce à toi? On ne te demande pas d'argent, on te demande de glisser un mot. Que diable cela te coûte-t-il? Ben, vous allez en entendre de belles. Une nouvelle se répand chez nous, à Codny. Chez nous, à Codny, tout se sait. La fille du Richard, de cette Itsikol Borodenko, elle tombe malade. Dieu nous en préserve. De quoi est-elle malade? Une histoire à dormir debout, une amourette. Elle s'est amourachée d'un goy. Il l'a repoussée. Et elle a avalé du poison. Dieu chez nous, Dieu nous en préserve. C'est arrivé pas plus tard qu'hier. Alors on est parti en toute hâte quérir un professeur, le plus grand. Alors me vient une idée. Le professeur ne va sûrement pas rester là-bas à demeure. Il lui faudra bien repartir et il devra passer par notre gare, c'est-à-dire pas loin de Codny. Et ce serait une bonne idée s'il s'arrêtait au retour, entre 2 trains, chez nous, enfin chez moi. Mon enfant est alité, Dieu vous en préserve. Ce qu'il a, et moi j'en sais rien, quelque chose là-dedans. Pour ce qui est de tousser, Dieu merci, il ne tousse pas. Une douleur au cœur, non plus. Alors, pas une goutte de sang dans les veines, et faible, faible. Ça vient de ce qu'il ne mange pas, rien de rien. Un verre de lait parfois, il faut le supplier, vous savez, et pleurer. Mais pas une cuillère de bouillon, ni une miette de pain.
Ne parlons pas de viande. C'est depuis qu'il a eu des saignements cet été, très forts. À présent, Dieu merci, c'est fini. Mais c'est à peine s'il tient sur ses jambes. Il a la fièvre, une fièvre de cheval, vous savez, depuis Chavois 39,5, 39 au mieux, jamais moins. Je l'ai emmené chez le docteur, et plus d'une fois. Mais que savent-ils, nos docteurs? Beaucoup de nourriture, disent-ils, et le grand air. Manger, il ne veut pas en entendre parler. Et l'air? Où voulez-vous que je prenne de l'air chez nous, à Codny? De l'air? Un village bien juif. On trouve chez nous, Dieu nous protège, quelques juifs, une maison d'études, une synagogue, un rabbin. On trouve tout. Mais le Seigneur nous a préservés de deux choses, de l'air et du gagne-pain. Bon, du gagne-pain, n'en parlons plus. On arrive à se faire vivre les uns les autres. Quant à l'air, si nous voulons de l'air, nous allons à la cour. Là, c'est pas l'air qui manque. Autrefois, quand Codny appartenait aux seigneurs polonais, ceux-ci ne nous laissaient pas y mettre le nez à la cour. Pas tant les seigneurs que leurs chiens d'ailleurs. Mais depuis que le manoir de Codny est tombé dans des mains juives, plus de chiens. Et la cour, ah, c'est un vrai régal d'y aller. De vrais châtelains, mais des châtelains juifs, parlant yiddish comme vous et moi. Des juifs. Évidemment, je ne dirais pas que ce sont des petits saints. Dieu soit loué. Et ils ne se bousculent pas pour venir prier à la synagogue. Bien sûr que non. Qu'ils aient peur de profaner le Shabbat, et ça se voit guère. Un poulet cuit dans le beurre, à ce qu'on dit, ça leur fait pas grand peur non plus. Passons. Sortir son chapeau, on n'en parle même pas. De nos jours, c'est devenu chose courante, même chez nous. Grâce à Dieu, on rencontre déjà de ces jeunes à qui la casquette pèserait trop lourd sur la tête. Non, vrai. Codny n'a pas à se plaindre de ses châtelains juifs. Ils s'acquittent suffisamment de leurs devoirs envers le village. Ils font montre de largesse, autant que faire se peut. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont offert des briques à la synagogue. Rien à redire, tout est pour le mieux. Si seulement il n'y avait pas le poulet au beurre. Oi, oi, n'allez pas croire. Je voudrais pas, Dieu m'en garde, médire sur leur compte. Qu'aurais-je contre eux? Reb Alter, je m'appelle Alter, voyez-vous. C'est pour eux la crème des hommes. Si l'on doit chercher quelque chose, une urgence, ou pour tout ce qui touche à la vie juive, c'est à Alter qu'ils font appel. Et dans la boutique de mon épouse, ma femme tient boutique, voyez-vous, ils dépensent de coquettes sommes. Ça, c'est des châtelains. Et quant à leurs enfants, leurs blancs-becs d'étudiants, ils sont tout feu, tout flamme pour mon fils. L'été, ils s'en reviennent de Peterbar et ils lui enseignent tout ce que vous voulez. Toute la sainte journée devant leur bouquin. Et pour mon garçon, voyez-vous, un livre, c'est sa vie, son âme, plus cher que père et mère. Ça me fait peur à dire, mais on ne m'ôtera pas de l'idée que la lecture, c'est vraiment son ange de la mort. C'est de là qu'est venu tout le malheur. Quoi qu'il en soit, mon enfant est malade. Je ne le souhaite à personne. Et il vacille, il se consume, le malheureux. Il s'éteint comme une chandelle. Un moment, sur le visage rayonnant de mon petit juif, passe comme une ombre. Mais un instant seulement, et ses yeux recommencent de briller et sa bouche de sourire. Et il poursuit son récit. Où en étais-je? Oui. Je me suis donc dit, je vais faire un saut à Botchkov, chez Itzikel Borodenko, le Richard, vous savez. Bien entendu, je ne me suis pas mis en route comme ça, les mains vides. J'ai emporté une lettre, vous savez, de notre rabbin,
Le rabbin de Codny, et c'est un nom, une bien belle lettre. Puisque Dieu vous a aidé, que vous êtes en mesure de faire venir chez vous un professeur, si besoin est, et comme le fils de notre altère est alité, que cela vous soit épargné, à l'article de la mort, puisse une étincelle de pitié s'éveiller dans votre cœur et vous conduire à descendre de votre piédestal, à comprendre la situation. Et vous obtiendrez du professeur qu'à son retour, il doit de toute façon passer par Codny, il fasse un saut chez nous entre deux trains, juste pour un quart d'heure, pour jeter un coup d'œil sur le malade, et Dieu vous bénisse, bon, et ainsi de suite. Et une bien belle lettre. Soudain, un coup de sifflet, et nous nous immobilisons. Mon petit juif tressaille. Ah, une gare. Je vais juste faire un saut en première classe, jeter un coup d'œil sur mon professeur. Et je reviens tout de suite pour vous dire le fin mot de l'histoire. Au retour, mon petit juif a le visage plus épanoui encore. Si j'ose m'exprimer ainsi, la présence divine l'accompagne. Il me souffle à l'oreille, comme de peur de réveiller quelqu'un. Il dort, mon professeur. Dieu veuille qu'il dorme tout son sou, afin d'avoir les idées claires en arrivant. Bref, nous en étions à Bortchkov. J'arrive donc à Bortchkov, et je me précipite tout droit sur leur maison. Je sonne une fois, deux fois, trois fois. Surgit une créature avec de grosses babines dans un museau glabre, qui me fait dans un jargon tsariste Ch'tonada. Alors moi, exprès en yiddish, sûrement que je nada quelque chose. Si je nada rien, je ne me serais pas amusé à venir jusqu'ici de Codny. Il m'écoute et hoche la tête. On ne peut pas entrer chez nos maîtres parce qu'il y a le professeur. Alors je dis, mais je suis venu précisément à cause du professeur. Il répond, qu'est-ce que vous pouvez bien vouloir à un professeur? Et comme si j'étais venu pour lui raconter ma vie. Je sors la lettre du rabbin et je la lui tends. Et tu peux bavarder à l'aise, toi. Tu es de l'autre côté de la porte. Mais moi, la pluie, elle me tombe dessus. Allez, prends ce document, remets-le s'il te plaît à ton maître et en main propre surtout. Et moi, je reste à la porte, dehors, à attendre qu'on vienne me chercher. J'attends une heure, puis deux. Il pleut à verse, un déluge. Et on dirait qu'on m'appelle pas. Ça commence à m'offenser. Et pas tant pour moi que pour notre rabbin. C'est pas un gamin qui a écrit, c'est un rabbin. Et le rabbin de Codny, c'est un nom. Je me décide, je tire la sonnette, tant et plus. Et surgit le même individu avec son mufle rougeau et qui crie. Quel toupet ce juif, sonné. Et quel toupet de laisser quelqu'un 2 heures dehors sous la pluie. Et je me précipite pour rentrer. Mais quelle idée. Porte close et cause toujours. Eh, que faire à présent? Repartir bredouille? Et d'abord, c'est un affront pour moi. J'ai quand même ma petite place chez nous à Codny. Que Dieu me protège. Mais surtout, ça me crève le cœur, mon enfant. Mais comme on dit, il y a quand même un bon Dieu sur terre. Une voiture s'approche, tirée par 4 chevaux, et s'arrête pile devant la porte. Je me jette sur le cocher et j'apprends que c'est justement la voiture du Richard, tirée par les chevaux du Richard. Rapport au professeur. C'est lui qu'on vient chercher, le professeur, pour le conduire au train. Puisque c'est ainsi, me dis-je, ah, ça tourne bien, magnifiquement bien. Et avant que j'aie eu le temps de me retourner, la porte s'ouvre et le voici en personne, le professeur, je veux dire, tout menu, tout vieux, et un visage, comment vous dire,
Un ange? Un ange du ciel? Derrière lui, le Richard. Itzikl Borodenko, bien sûr, et sans couvre-chef encore. Et à quelques pas, le mufle rougeau portant la mallette du professeur. Vous auriez dû voir cet Itzikl, ce peut-être plus que millionnaire, les mains dans les poches. Il regarde de côté en louchant un peu. Et moi, debout, je le contemple. Seigneur, c'est donc ça un millionnaire? Allez donc demander des comptes à Dieu. M'apercevant là, il m'interpelle. Que voulez-vous? Je m'approche et je fais. C'est moi qui vous ai apporté la lettre de notre rabbin, vous savez? Il fait. Quel rabbin? Non mais vous entendez? Il ne sait pas de quel rabbin il s'agit. Mais du rabbin de Codny. Je suis de Codny, je suis venu exprès depuis Codny pour le professeur. Si vous voulez bien se déranger jusqu'à Codny entre deux trains pour un quart d'heure et voir mon enfant, mortellement malade. Voilà comment je lui parle. Mot pour mot, je n'embellis pas d'un cheveu. Et je me disais, cet homme a connu le malheur. Sa fille a pris du poison, Dieu nous en garde. Peut-être son cœur va-t-il s'ouvrir. Il aura pitié d'un malheureux père. Pensez-vous, rien qu'un regard oblique vers le mufle rougeau, comme pour dire eh, tu pourrais pas me débarrasser de ce petit juif là? Et mon professeur est déjà installé avec sa petite mallette dans la voiture. Encore une minute et plus de professeur. Je me suis dit adieu vin, advienne que pourra. Il y va du salut d'un enfant. Et hop, droit sous les sabots des chevaux. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Que ça m'était agréable d'être étendu là? J'en sais rien. Je sais seulement que ça a duré moins de temps qu'il m'en faut pour vous le raconter. Et voilà, le gentil petit vieux, le professeur, quoi, à mes côtés. Que se passe-t-il? Et mon pauvre ami, me priant de tout lui raconter, sans crainte aucune. Le Richard à l'écart me regarde avec un œil torve. Et moi, je parle. Il faut que je vous dise que je ne suis pas un grand orateur en russe. Mais là, Dieu m'a insufflé une telle force que ma langue marchait toute seule. Je lui ai tout raconté par le menu, tout ce que j'avais sur le cœur. Et je lui ai dit, Monsieur le professeur, peut-être est-il écrit que vous serez un envoyé du ciel pour me rendre mon enfant, mon fils unique, le seul qui me reste sur 6, que Dieu lui prête longue vie. Et si ça doit coûter de l'argent, j'ai sur moi un beau billet, 25 roubles. Pas à moi, Dieu garde, d'où me viendrait une telle somme. Les 25 roubles de mon épouse, mis de côté pour aller en ville acheter de la marchandise pour son commerce. Je sacrifie le billet, au diable la boutique, mais pourvu qu'on sauve mon enfant. Et je me mets à déboutonner mon cafetan pour produire le billet. Mais le petit vieux, le professeur, quoi, il pose sa main sur moi. Laissez cela. Et il m'invite à grimper en voiture. Que je vois jamais mon fils bien portant si je mens. Eh bien, je vous le demande. L'ongle du petit doigt du professeur ne vaut-il pas 1000 fois la vie de cet Itzikl Borodenko? Et c'est qu'il a bien failli m'égorger son couteau, celui-là. Heureusement que le Très-Haut a bien arrangé ça. Une sorte de branle-bas agite le compartiment. Codny. Bonsoir, bon voyage. Et ne dites à personne, je ne veux pas qu'on sache chez nous à Codny que je suis venu avec un professeur. Et ils accourraient tous. Et il disparaît de ma vue. Quelques minutes plus tard, nous sommes sur le point de repartir et je vois par la portière cahoter une vieille calèche boiteuse tirée par une méchante paire de chevaux tout fourbus et accablés. Et dans la voiture a pris place un vieillard tout menu,
avec lunettes et barbiche grise. Sur l'autre banquette, comme suspendu à un fil, mon petit juif, ouvrant le vieil homme du regard. Et son visage rayonne et ses yeux s'écarquillent. Dommage que je ne sois pas photographe, que le monde voit ce que veut dire un homme heureux, l'homme le plus heureux de Kobni. Terminus Baranovitch. Cette fois-là, nous n'étions que quelques dizaines en troisième classe, confortablement assis, si on peut dire, car n'étaient assis que ceux qui s'étaient appropriés les sièges à temps. Les autres se tenaient adossés aux cloisons, mais prenaient part néanmoins à la conversation. Tous parlaient ensemble, comme de coutume. C'était le matin, l'assistance avait dormi, achevé les prières, mangé un morceau, fumé d'abondance. Nous étions tous d'humeur à bavarder. Mais de quoi? Et de ce que vous voulez. Chacun souhaitait relater la nouvelle fraîche, captivante. Mais personne n'arrivait à trouver le sujet qui aurait pu tenir l'auditoire en haleine. On passait d'un sujet à l'autre. Il est question de la récolte, et hop, on passe du coq à l'âne à la guerre. Voilà 5 minutes à peine que la guerre a commencé, on saute sur la Révolution. De la Révolution, on se jette sur la Constitution. Et de la Constitution, nous voilà tombés, cela va de soi, dans les pogroms, avec leurs nouvelles persécutions contre les Juifs, les expulsions des campagnes, et le sauve-qui-peut vers l'Amérique, sans compter les calamités supplémentaires dont on peut parler à notre belle époque. Expropriation, pendaison, famine, Bourikevitch, le député antisémite, le choléra, Azev. Quelqu'un a laissé échapper le nom du mouchard de la police du tsar. Et tout le compartiment est en effervescence. Azev, encore Azev, toujours Azev. Ne le prenez pas mal, mais c'est égal. Vous êtes tous idiots. Tout ce bruit pour Azev. Qu'est-ce qu'il est au juste, cet Azev? Une nullité, un voyou, une vermine, un zéro, un mouchard, un moins que rien. Si vous me le demandiez à moi, je vous raconterais une histoire de mouchard, de quelqu'un de chez nous, justement, de Kaminké. Là, c'est égal. Vous diriez vous-même qu'Azev, c'est de la roupie de Sonsonnet à côté de celui-là. Voilà ce que nous lance un Olibrius, affublé d'un couvre-chef de Shabbat, couvert de taches de son, le visage souriant, et qui n'a pas trouvé de place assise. Ce personnage m'est tout de suite sympathique. Son assurance et sa façon de nous prendre pour des imbéciles, j'aime ça. Recevant inopinément une attestation de stupidité d'un natif de Kaminké, toute l'assistance demeure abasourdie, juste le temps de se ressaisir. On échange quelques regards et, en interpellant le type de Kaminké, « Vous voulez qu'on vous prie? Nous vous en prions. Racontez donc ce qui s'est passé chez vous à Kaminké. Nous vous écouterons. Mais pourquoi rester debout? Messieurs, serrez-vous un peu, faites une place, s'il vous plaît. » Et les voyageurs, déjà bien serrés, se serrent encore et font une place au natif de Kaminké. Celui-ci s'installe en prenant ses aises, comme le parrain le jour de la circoncision, au moment où le Shamash l'appelle. Il repousse sa casquette, repousse ses manches et commence en ces termes. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Ce que je veux vous raconter, sachez-le, c'est pas une ritournelle d'un de ces romans de Katsu, ni un conte des 1001 nuits. Ceci est une histoire qui s'est déroulée précisément chez nous à Kaminké. Mon père, Dieu paix à son âme, m'a lui-même rapporté
qu'il l'a maintes fois entendu raconter par son propre père. Bref, en peu de mots, c'était pendant le règne de Nicolas II, à l'époque du Knut. Qu'avez-vous à sourire? Vous savez pourtant bien ce que signifie le Knut. Le Knut, ça signifie qu'à l'époque, il vous envoyait au colistroï. Bien entendu, vous ne savez pas ce qu'est le colistroï. On va donc vous éclairer. Figurez-vous que les soldats sont alignés sur 2 rangs, avec des verges. Et vous vous promenez entre les rangs, nus sauf votre respect, comme au jour de votre naissance. Vous faites, c'est égal, quelques 20 allers-retours. Et eux, ils font, que vous faisiez le rêver quand vous ne vouliez rien apprendre. Vous saisissez maintenant la saveur de l'envoi au colistroï? Bon, à présent, vous pouvez écouter la suite. Un beau jour, il y a bien ce qui suit. Ils reçoivent l'ordre de donner le fouet à un certain juif nommé Kifké. Qui était ce Kifké et quelle était la faute commise? Parce qu'il paraît, il tenait ordinairement un estaminet. Il a fallu qu'un jour, Dieu lui mette en tête de discutailler religion avec des goyim. C'était pourtant pas un effronté, il était même plutôt assez effacé, un laissé pour compte, un célibataire. Votre Dieu, notre Dieu, un mot en entraîne un autre. Et ils vont quérir l'officier de police et le bourgmestre. Et ils dressent procès-verbal. Dans un tel moment, espèce de marchand de vin, tu prends un tonnelet de vodka, tu offres la tournée du patron, et plus de procès-verbal. Et lui, il fait, non, Kifké ne revient jamais sur ce qu'il a dit. Il était aussi cabochard pour son malheur. Et que croyait-il? Qu'il paierait une petite amende, et puis bonsoir. Bref, ils l'ont ramassé au violon en attendant le colistroï et toute la parade dans les règles de l'art. Bon, et vous comprendrez sans doute ce qui s'est passé chez nous à Kaminké, quand on a eu vent de cette affaire. Et quand ce malheur doit-il arriver? Et justement la nuit qui suit la nuit de Shabbat. De telle sorte qu'à la synagogue, un tollé, ils ont emprisonné Kifké, ils l'ont condamné au Knut. Au Knut? Mais pourquoi? Pour une bêtise, pour un mot, une calomnie. Et que voulez-vous? Il a la langue trop longue. Ah, d'accord, il a la langue 100 fois trop longue. Mais le Knut, comment est-ce possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont fouetter un juif de Kaminké. C'est ainsi que le village monte comme une soupe au lait. Il se précipite avec force cri chez mon grand-père, Reb Nissel Shapiro. Et pourquoi dites-vous rien, Reb Nissel? Comment pouvez-vous laisser faire une chose pareille? Fouetter un des nôtres, un juif de Kaminké? Vous allez me demander pourquoi se précipiter justement chez mon grand-père. Je dois vous dire que mon grand-père, puisse-t-il jouir d'un séjour radieux au paradis, était, sans vouloir me vanter, le plus réputé, le plus pieux, le plus riche, le plus influent de la ville. Il était respecté par les autorités. Et de plus, c'était vraiment un cerveau. Après avoir écouté leur vocifération, il se met à faire lentement les 100 pas à travers la pièce, et à son âme. Il aimait réfléchir en faisant des allers-retours. Puis, il s'arrête et dit, « Rentrez chez vous, mes enfants, ne vous faites pas de soucis. Jusqu'ici, aucun des nôtres n'a été fouetté à Kaminké. Avec l'aide de Dieu, il en sera de même à l'avenir. »
Ce sont les mots de mon grand-père, paix à son âme. Et on savait que pour Reb Nissol Shapiro, ce qui est dit. Pas question de lui demander ni quoi ni comment. Ah, il n'aimait pas. Un homme riche, comprenez-vous, pieux et influent auprès des autorités. Et un cerveau. Un tel personnage impose le respect. Ai-je besoin de le dire? Tout se déroula comme l'avait prédit mon grand-père. Que s'est-il passé? Écoutez la suite. Et s'apercevant que l'assistance est suffisamment captivée et brûle d'en savoir davantage, et l'homme fait une pause. Il sort une grande tabatière, avec précaution, et pour roule une cigarette. Dans un bel ensemble, quelques passagers se précipitent pour lui donner du feu. Il tire sur sa cigarette en s'enveloppant de volutes de fumée, et puis revigoré reprend son récit. À présent, écoutez ce qu'un homme avisé peut accomplir. Je vous parle bien sûr de mon grand-père, béni soit sa mémoire. Le résultat ne fut pas un mince exploit. Il s'entendit avec les autorités, c'est égal, afin que le condamné, Ifke, passa en un clin d'œil de vie à trépas, précisément au cours de son séjour en prison. Vous ne comprenez pas? Avez-vous peur qu'il l'ait, Dieu nous en garde, empoisonné? Chez nous, on n'empoisonne pas. On a manigancé ça avec plus de raffinement. On convainc que le condamné se coucherait gaillard et bien portant, et le lendemain matin se réveillerait mort. Vous avez pigé maintenant? Au matin arrive chez mon grand-père un émissaire de la prison avec un message. Attendu que cette nuit a succombé dans la prison un juif du nom de Kifke. Et comme mon grand-père est le chef de la communauté et administrateur de la confrérie des pompes funèbres, il veille à faire prendre le corps pour le mener au cimetière. Que dites-vous de ce travail? Attendez, ne vous réjouissez pas trop vite. Ça n'était pas une simple histoire de mort subite d'un juif. Les traîneurs de sabre, le gouverneur, le knout, et c'est pas une plaisanterie. Primo, il fallut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autopsie. On eut recours, comme il se doit, au docteur. Celui-ci établit une attestation certifiant sur l'honneur qu'il avait examiné le défunt et que celui-ci avait trépassé d'une crise cardiaque. Soyons-en tous ici préservés. Les autorités de police se sont tous donné la peine d'apposer leur signature sur le document. Et le tour était joué. Mort le Kifke. Et tout ça grâce à qui? À mon grand-père, qu'il repose en paix. Il avait fignolé ça prudemment, adroitement et sans un écroche. Et en effet, avant l'arrivée du jour, sont arrivés les servants de la confrérie avec une civière qui ont transporté le défunt de la prison jusqu'au cimetière, avec tous les honneurs. C'est-à-dire que quelques soldats escortaient la civière et derrière, tout caminqué. Le Kifke en question, il ne se serait jamais attendu à un tel enterrement. À la porte du cimetière, on a offert aux soldats, c'est égal, pas mal de vodka à boire. Et le candidat au grand voyage a été transporté dans la cour où Schmoyen, le cocher, se tenait prêt avec ses chevaux. Et avant le premier chant du coq, notre Kifke était déjà parti très loin. Radiville, la frontière, vers Brod en Allemagne. Quand Schmoyen est revenu avec l'aide de Dieu, sans encombre, le soulagement et la joie ont régné au village. On a organisé un festin chez mon grand-père. Et justement, on a envoyé chercher le surveillant de la prison, le chef de la police, et tout l'arrière-ban, et aussi le docteur. Et on a fait la fête. Les musiciens ont joué, on a bu. À tel point que le chef de la prison embrassa mon grand-père au moins 10 fois. Et quant au chef de la police,
Il se trémoussait encore au petit jour, sans caleçon, sauf votre respect, grimpé sur le toit de la maison. Une bagatelle. Le rachat d'un prisonnier, éviter le fouet à un juif, excusez du peu, ce que ça a coûté à la cité, vous pouvez ici, dans le wagon, espérer le gagner chaque mois. Tout était donc pour le mieux, pas vrai? Attendez donc encore un peu, car c'est ici que l'affaire se corse. Mais si vous voulez entendre la suite, je vous prierai de m'attendre un instant. Je dois à cet arrêt aller demander un renseignement au chef de gare, qui me dise exactement combien de temps il nous reste avant Baranovic. Rien à faire, il faut attendre son retour. Entre-temps, l'assistance fait un brin de causette au sujet du natif de Kaminke et de son récit. Un brave type, beau parleur, une bonne histoire, ben oui, mais courte. Et il s'en trouve pour dire au passage qu'une telle aventure s'est produite également chez eux. C'est-à-dire, pas exactement la même histoire, mais quasiment dans le même genre. Comme chacun a envie de raconter, on se croirait à la foire dans le compartiment, jusqu'à ce que l'homme réapparaisse. Et tous font cercle autour de lui et le silence s'installe. Où en étions-nous? Ah oui, nous nous sommes débarrassés, Dieu soit loué, d'un individu nommé Kifke. Et vous croyez ça? Et vous êtes dans l'erreur, braves gens. Au bout de 6 mois, le nommé Kifke réfléchit et envoie précisément à l'adresse de mon grand-père une petite missive. Primo, je veux vous faire savoir que je suis, Dieu soit loué, en bonne santé. Dieu veuille qu'il en soit de même pour vous. Et secondo, il ne me reste plus un sou vaillant. Je suis sans travail, parmi les Allemands qui ne comprennent pas ma langue, ni moi leur jargon. Et je n'ai plus qu'à me coucher et à me laisser mourir. C'est pourquoi je vous prie de m'envoyer. Vous saisissez l'astuce? Il faut lui envoyer de l'argent, quoi. Bah, on s'est naturellement bien moqué. On a déchiré le petit mot et oublié cette histoire. Il ne se passe pas 3 semaines. Il arrive encore une lettre du défunt, toujours à l'adresse de mon grand-père. Et toujours, primo, je veux vous faire savoir. Et encore, secondo, je vous prie de m'envoyer. Mais ce je vous prie de m'envoyer est assorti de reproches. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi s'en prendre à lui? Il aurait mieux valu qu'on les fouettait. Les coups seraient depuis longtemps oubliés. Et au moins aurait-il gardé son gagne-pain. Il ne se promènerait pas au milieu d'Allemands le ventre vide. Que faire? Mon grand-père, paix à son âme, envoie chercher les villageois. Cet homme meurt de faim. Il faut lui envoyer quelque chose. Et si Reb Nissel Shapiro le dit, pas question d'être chien. Ils font tous de leur mieux pour contribuer à la quête et on lui expédie un peu d'argent. Et de nouveau, on oublie jusqu'à l'existence du nommé Kifke. Mais Kifke n'avait pas oublié, lui, qu'il existe un endroit nommé Kaminke. Passe encore 6 mois, et le croirez-vous, n'arrive-t-il pas un petit mot toujours adressé à mon grand-père? Et à nouveau, je veux vous faire savoir, et toujours, je vous prie de m'envoyer. Mais cette fois, Dieu merci, avec une bonne nouvelle. Du fait, écrit-il, que je viens de me fiancer avec une gentille fille de bonne famille. Il faut lui envoyer 200 Reinig qu'il a promis d'apporter en dot. Sinon, tout tombe à l'eau et pas de mariage. Que dites-vous de cette catastrophe? Kifke, ben, Dieu nous en préserve. Rester sans fiancé? Que dire de plus? On promène la lettre dans tout Kaminke. Elle est bien bonne. Et tous de rire. Mazel Tov, Kifke vient de se fiancer. Vous avez entendu? 200 Reinig pour dot. Ah bah c'est la meilleure. Mais le ne dure pas bien longtemps, car 3 semaines plus tard arrive encore un petit billet, toujours adressé à mon grand-père. Cette fois sans le primo, je veux vous faire savoir, juste avec le je vous prie de m'envoyer. Il s'étonne qu'on n'ait pas encore envoyé les 200 Reinig qu'il a promis.
Et au cas où on ne les lui enverrait pas sur le champ, les fiançailles seraient rompues. Et face à cette humiliation, il lui resterait plus qu'une chose à faire, se noyer dans la rivière. Ou alors, revenir chez lui à Kaminké. À ces mots, les gens dressent l'oreille, finit de rire. Et le soir même, chez mon grand-père, se tient un conseil des plus éminents notables de Kaminké, où l'on décide que quelques honorables bourgeois, parmi lesquels mon grand-père, feront une tournée pour recueillir la dot de Kifké. Et moyen de faire autrement. On a dû aussi, comme c'est l'usage, envoyer des vœux de bonheur, que le mariage se passe sous les meilleurs auspices, qu'il vieillisse avec son épouse dans la richesse et les honneurs, entouré de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Et qu'est-ce qu'on s'imaginait? Une fois marié, il aurait autre chose en tête et oublierait qu'il existerait un lieu nommé Kaminké. Passe encore 6 mois, et n'arrive-t-il pas, le croirez-vous, une petite lettre? Il s'est marié. Ah, il est vraiment bien tombé. Dieu lui a envoyé une épouse comme on pourrait souhaiter à tous les jeunes gens juifs. Ah, mais voilà, la perfection n'est pas de ce monde. Elle a un père qu'il aille se faire pendre. Un roublard, un menteur, un filou. Il lui a escroqué les 200 reiniches et l'a jeté à la rue avec sa femme. C'est pourquoi je vous prie de m'envoyer, bref, immédiatement et sans délier, 200 reiniches. Sinon, il lui reste plus qu'à se jeter tout vif dans le fleuve, ou alors revenir chez lui à Kaminké. La ville est vraiment exaspérée. Double dot, mais c'est un vrai parasite. On décide de laisser la lettre sans réponse. Kifké se donne 3 semaines de réflexion et envoie une lettre toujours à mon grand-père. Ceci, cela, qu'attend-on? Et il ne patientera pas plus d'une semaine, et s'il ne reçoit pas l'argent, mais Kaminké pourrait l'avoir pour invité, si Dieu veut, dans les plus brefs délais. Et il termine, ainsi soit-il. Là, comprenez-vous, la moutarde leur monte au nez. Eh, mais que faire? Nouvelle réunion chez mon grand-père, nouvelle tournée des notables. Les gens commencent à faire la grimace. Ils n'ont plus envie de débourser pour ce bon à rien. Mais quand Reb Nissel Shapiro dit qu'il faut donner, on ne peut pas être chien. Seulement, chacun stipule qu'il donne pour la dernière fois. Et c'est dans ce sens qu'on lui écrit à ce Kifké que cette fois, c'est la dernière, et qu'il ne s'avise même plus d'évoquer le mot argent. Ah, il va être fort effrayé. Et puis, la veille d'un jour de fête, n'arrive-t-il pas, le croirez-vous, une petite missive de cet apôtre chez mon grand-père, comme d'habitude? Et qu'est-ce qu'il y a à présent? Il a rencontré un Allemand, dit-il, capable et honnête. Et ils ont conclu une petite association pour une affaire de faïence, une affaire fiable. Ils pourront en tirer de très bons revenus. C'est pourquoi je vous prie de m'envoyer, en clair, faut lui envoyer, pour l'amour de Dieu, 450 Rheinisch. Mais vraiment par retour du courrier, car son associé ne veut pas attendre. Il a pour cette association des propositions à l'appel, et que Dieu l'en préserve. S'il ne conclut pas cette affaire, sans travail, il n'aurait d'autres ressources que de se précipiter dans la rivière, ou alors revenir chez lui, à Kaminké. Refrain connu, quel schnappant! Et la fête est gâchée, pour mon grand-père surtout. L'assistance murmure et gronde. Ah, il ne faut pas dépasser les bornes. À trop manger de beurre, on s'écœure. Votre Kifké va vous nous mettre sur la paille. Ainsi proteste la ville. Et pourquoi dites-vous mon Kifké, répond mon grand-père. Et qui donc a eu cette idée géniale, faire mourir ce bâtard d'apoplexie en prison? Il apparaît à mon grand-père, c'était un homme à l'esprit aiguisé. Il est inutile de discourir davantage.
personne ne déboursera plus un sou. Mon grand-père s'entend mettre sa fierté dans sa poche, délier les cordons de sa bourse et expédier ses propres deniers à ce bandit, maudit soit-il. Mais avec ça, il lui écrit une lettre. Il lui passe un drôle de savon, le traite de vaurien, de débauché, de minus abens. Mon grand-père, et à son âme, quand il le voulait, il en était capable. Il lui rappelle qu'il y a un Dieu de par le monde, qui sait tout et rend tout au centuple. Il termine sa lettre avec d'émouvantes prières. Il ait pitié de ses vieux jours, qu'il ne fasse pas le malheur de toute une bourgade juive. Qu'en récompense, Dieu l'aiderait. Et il signe la lettre lisiblement de son nom entier, Nicole Shapiro. Ben, c'est égal. Il a commis là une immense bévue. Et vous allez le constater. Écoutez la suite. Là, le train s'arrête. Baranovitch, Baranovitch. Entendant ce nom, Baranovitch, l'homme de Kaminke quitte sa place d'un bond, se jette sur son baluchon. Le voilà sur le quai, en un clin d'œil. Il n'y a plus trace de lui. Maudite soit la garde Baranovitch. Troisième classe. Ceci n'est pas à proprement parler une histoire. Juste quelques mots avant de se séparer, et le conseil d'un ami dévoué. Il me vient le désir, expression de ma gratitude pour votre attention, de vous être un peu utile. Écoutez donc et prenez note de mes paroles. Si vous prenez le train, surtout pour un long trajet, si vous voulez en tirer du plaisir, ne vous aventurez pas à prendre ni la première, ni la deuxième classe. Bon, la première classe, passons, on n'en parle même pas. Dieu vous en préserve. Bon, en soi, c'est pas déplaisant. Mollesse, luxe, commodité. Mais moi, je parle pas du voyage. Je parle des gens, des voyageurs. Quelle saveur y a-t-il pour un juif de rouler tout seul, sans pouvoir proférer un mot? Mais c'est à en perdre, à Dieu ne plaise, l'usage de la parole. En deuxième classe, et croyez-vous que ce soit mieux? Vous êtes assis avec toutes sortes d'individus qui, vous semble-t-il, sont tentés par le même vice de bien vouloir dire un mot, qui brûlent les pauvres de savoir où vous allez, qui vous êtes. Mais on reste là comme des pantins, à se regarder l'un l'autre, muets comme des carpes. Motus. Juste en face de vous se tient un genre de dandy aux ongles longs et à la moustache avantageuse, dont vous jureriez qu'il vous est connu, que vous l'avez rencontré quelque part. Un des nôtres? Mais comment savoir puisqu'il ne bronche pas? Si vous voulez couper bras et jambes à un individu de cet acabit, l'achever au point qu'il ne s'en relèvera pas, même au jour de la résurrection, vous n'avez qu'à lui adresser la parole en présence de chrétiens, a fortiori de dames. Si je me trompe, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à Berditchev. 1000 fois pire que de le traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais je vais plutôt vous raconter une histoire à laquelle j'ai moi-même assisté. Dans un express. En absence de troisième classe, faute de mieux, j'avais pris une deuxième. En face de moi, un individu, peut-être bien juif, peut-être bien chrétien, comment savoir? Un charmant jeune homme, glabre, vêtu comme un sportsman, et fort galant. Pourquoi galant? Parce qu'il ne cessait de tourner autour d'une jolie demoiselle, une jeune fille à chignon et avec un face à main sur son petit nez retroussé. Les présentations s'étaient faites dans le compartiment et ils avaient vite sympathisé. Il lui avait offert du chocolat, il l'a distrayé avec des blagues arméniennes d'abord, et juives ensuite. Et tous deux s'étranglaient de rire.
surtout avec les histoires juives, ne s'inquiétant nullement de ce que je pouvais être juif et me sentir blessé. Bref, leur romance marchait comme sur des roulettes. Il en était déjà à s'asseoir à côté d'elle, il la regardait au fond des yeux, tandis qu'elle jouait avec la chaîne de sa montre prise dans la ceinture de son pantalon. Soudain, surgissant on ne sait d'où, à une gare dont j'ai oublié le nom, entre un juif boiteux, en âge, avec une valise, et qui tend la main à mon sportsman en pantalon blanc et qui s'adresse à lui en yiddish. Bien le bonjour, je vous ai reconnu par la portière. Je vous transmets le bonjour de votre oncle Zalman de Manestrich. Il va de soi qu'à la même gare, mon sportsman disparut et que la demoiselle resta seule. Attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. La demoiselle, une chrétienne à n'en pas douter. Sinon, pourquoi le sportsman aurait-il dû s'enfuir? À quelques gares de là, elle se met à rassembler ses bagages, sans m'avoir dit un mot ou même regardé dans ma direction, juste comme si j'existais pas. À la gare où elle descendit, l'attendait un vrai juif barbu, une sosie de notre père Abraham, et sa femme, pourvue d'une perruque et de volumineux diamants aux oreilles. « Rivkeniu, ma petite fille !» s'écria le vieux couple en se jetant au cou de leur fille. Je n'ai pas besoin de vous commenter cette histoire. Je voulais seulement vous faire connaître le genre de gens qu'on rencontre en deuxième, car vous y serez un étranger parmi les vôtres. Mais si vous montez en troisième, là, vous êtes chez vous, et même un peu trop comme chez vous. Certes, votre place, il faudra la conquérir de haute lutte. Il y règne un brouhaha, un tohu-bohu. Vous savez plus où vous êtes et où sont vos voisins. Mais en revanche, vous vous ferez rapidement connaissance les uns avec les autres. Chacun sait qui vous êtes, où vous allez. Quant à vous, vous connaissez chacun. Et de nuit, cela vous épargne le sommeil, car vous avez à qui parler. Et si vous ne parlez pas, eux le font. Et ils ne vous laissent pas dormir. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces façons de s'endormir en plein compartiment? Mais il vaut bien mieux autant que possible causer avec son prochain. Car lorsqu'on parle, on finit par s'entendre. Le ciel m'est témoin. Combien d'affaires furent scellées à l'occasion d'une discussion entre inconnus dans un train? Combien de mariages conclus? En troisième classe, au moment de la prière, si vous n'avez pas de châle de prière ni de phylactère, ne vous tourmentez pas, on y pourvoira. Et vous, quand vous êtes prêt, vous ouvrez votre petite mallette et vous commencez à détailler ce que vous avez. La vodka, va pour la vodka. Des œufs, va pour les œufs. Une cuisse de poulet, un peu de poisson, bien, ça ira. Et si par hasard, vous possédez une pomme, un bout de strudel, ne vous gênez pas, sortez-les. Chacun grignotera avec vous, personne ne refusera. A fortiori, si vous emportez avec vous un petit verre de liqueur, vous trouverez des amateurs à foison, des connaisseurs en vin. Pour l'un, ce sera du muscat de Bessarabie. Pour l'autre, de l'Ackermann d'importation. Aussitôt, un troisième se dressera pour dire « Comment ça, un Ackermann? C'est bel et bien un Bordeaux !» Alors, un autre surgira à son tour, avec le vrai sourire du vrai connaisseur. Il vous prendra le verre des mains, comme pour dire « Pour le vin, faites-moi confiance ». Et après quelques gorgées, il assénera, comme s'il présidait un banquet. « Savez-vous, ami, ce que c'est? Eh non, pauvret, vous ne savez pas. C'est un brave, honnête, pur et simple Vimorosic de Berditchev. » Et tous de trouver qu'il a raison. Quand on s'y met au Vimorosic, toutes les langues se délient. Alors, chacun se met à raconter tout ce qui se passe chez lui, à décortiquer tout ce qui se passe chez le voisin. Tous ensemble, tous juifs, tous frères. On s'informe, nos mettant
Aucune des proscriptions et persécutions de par le monde. Un régal. Évidemment, il faudra bien faire attention à votre valise, pour éviter qu'en un clin d'œil, à Dieu ne plaise, elle ne disparaisse à jamais de votre vue. Et je vous demande, où ne vole-t-on pas de nos jours dans notre pays béni? Être volé, c'est rien d'autre qu'une fatalité. Bref, prenez donc une troisième classe. Voilà le legs que vous fait un ami dévoué, homme de bon sens, un commis voyageur. À bientôt.